bienvenue sur la GovTech Lounge ici à Vivatech sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Je voudrais accueillir Christophe Gisclard. Bonjour Monsieur Gisclard. Bonjour Monsieur. Monsieur Gisclard, vous êtes directeur en charge du numérique éducatif chez CGI et vous allez nous faire comprendre comment l'environnement numérique de travail peut avoir son utilité dans l'éducation au sens général. Avant de vous recevoir, je me disais que ça ne doit pas être facile de capter l'attention des élèves avec un environnement numérique de travail, alors que finalement, leur environnement numérique, c'est plutôt les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on arrive à faire le poids face à l'attractivité des réseaux sociaux lorsqu'on veut capter l'attention des élèves? C'est la difficulté. Ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux de manière un peu désorganisée et absolument pas sécurisée, on veut le ramener justement une certaine partie dans l'environnement de l'école pour que l'école puisse jouer son rôle d'éducation, justement, et les amener à grandir dans cette société dans laquelle les réseaux sociaux ont une place importante. Oui. C'est-à-dire que vous voulez déplacer le centre de gravité de leur attention vers un environnement numérique pédagogique qui est lié à l'éducation et peut-être pas les détourner des réseaux sociaux parce que ça serait sans doute utopique. On n'arrivera pas à changer le centre de gravité. Par contre, si on peut se créer un terrain de jeu dans l'école dans lequel on va pouvoir mettre ensemble sur un même réseau, c'est ça qui est un peu sympa, les profs, parce que les réseaux sociaux, ça marche par classe d'âge. Au collège, on n'a pas le même qu'au lycée. Bien sûr, oui, c'est pas les mêmes réseaux. Donc là, on va essayer de réunir toutes ces classes d'âge, toutes ces populations différentes dans une communauté pédagogique. Oui, exactement. Voilà. Et on va avoir les enfants qui vont être sur le même réseau que leurs enseignants. Et ça marche, naturellement, ils vont se mettre à discuter. Alors ça, c'est l'intérêt pédagogique. Et on va aussi inclure les parents. Voilà. Alors comment est-ce que vous faites vivre cette communauté? Nous, le but au départ, c'est quand même de maximiser la réussite scolaire. Et quand on regarde un peu les difficultés des enseignants, quand on discute avec eux, c'est les mêmes, les freins à la réussite, c'est les mêmes qu'il y a 30 ans. C'est l'absentéisme, c'est des problèmes de comportement, c'est la faculté qu'on va avoir à établir une relation durable avec l'enfant, avec les parents, c'est créer un accompagnement pour que ce qui se passe à l'école... Ce que vous dites, c'est finalement la difficulté de la communauté pédagogique, elle a certes un peu évolué, mais les fondamentaux sont un peu toujours les mêmes. Exactement. Donc quand on a bien identifié les fondamentaux, on met en place un environnement numérique adapté. Alors comment on le définit cet environnement numérique? Comment on le construit? L'idée, c'est d'amener l'enfant on veut l'éduquer par rapport à plein de choses. Donc c'est sûr qu'il y a des compétences à acquérir, c'est le rôle premier de l'école. Mais ces compétences, on n'en fait pas la même chose. Aujourd'hui, les connaissances, elles sont disponibles sur Internet. Tout le monde a accès à la connaissance. Donc, il faut leur apprendre à y accéder. Il faut quand même qu'ils aient des bases. Mais aussi, ce qui est important pour nous, c'est de les amener à l'utiliser, amener à être créatifs, à être impliqués dans leur société. Nous, on ne veut pas en fait qu'un espace numérique de travail, ça soit un peu une télévision devant laquelle on s'assoit avec la télécommande à la main et on va consommer du contenu. Oui, vous voulez qu'il y ait une interaction qui s'installe. On veut que notre rôle, c'est de mettre en place des outils pour que les enseignants puissent faire prendre la mayonnaise, entre guillemets. C'est-à-dire placer l'enfant dans une situation de travail collaboratif avec des gens qui sont pas des gens de leur âge, à développer un réseau avec des élèves qui ne sont pas forcément leurs copains, mais qui sont des enfants d'une autre classe ou d'un autre établissement. On veut leur faire découvrir l'outil informatique. Voilà, on a plein d'enjeux, mais le but, c'est de passer ce stade. Nous, notre travail dans notre solution OpenENT, dont je vais vous parler, notre ambition, c'est de ne pas être dans une logique de portail où on consomme du contenu. C'est d'être dans une logique de créativité collaborative. Alors, justement, pour illustrer ça, donnez-moi un exemple d'environnement numérique de travail que vous avez mis en place dans un établissement scolaire ou dans une communauté pédagogique. Voilà. Nous, notre solution, elle s'appelle OpenENT. C'est une solution qu'on construit. C'est un bel exemple de collaboration entre une start-up parisienne spécialisée dans l'éducation qui s'appelle Open Digital Education. Digital Education. Et une grande entreprise CGI, donc 75 000 personnes. Déjà, c'est un bel exemple de collaboration dans le temps, parce que ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. Donc, en termes d'exemples concrets de choses qu'on a réalisées, il y a la région Île-de-France. On a tous les lycées dans la région Île-de-France. Alors
Les élèves des lycées ont accès à quel environnement? Voilà, donc, ce qui est bien, c'est que dans la région Île-de-France, on a une continuité complète. C'est-à-dire qu'on l'on soit à l'école Oui. maternelle, à l'école primaire, au collège ou au lycée, en fait, on va travailler sur le même réseau social. Et voilà, les élèves vont vivre sur cette base, sur cette communauté, et c'est l'outil qui va s'adapter à l'évolution de l'élève, et pas l'inverse. C'est-à-dire que les applications, les fonctionnalités, Au fur et à mesure de l'évolution de la scolarité, elles vont grandir avec l'enfant. l'élève va accéder à des fonctionnalités différentes. Au début, il fait des trucs rigolos. Voilà, dans la solution One d'Opel Digital Education, l'élève il arrive le matin, il dit s'il est content, s'il n'est pas content, si le petit déjeuner il était bon ou pas. Déjà, il expose son image sur les réseaux. Ouais. Et puis à la fin, ils sont en train de travailler chacun chez eux grâce à un système de vidéoconférence. Et ils sont dans un équivalent de tableur Excel, dans un mode complètement collaboratif, comme on le fait dans l'entreprise et parfois même de manière plus professionnelle. C'est pas mal parce que ça les prépare quand même aussi à la façon de travailler. L'idée, c'est de les préparer déjà aux études supérieures. Bien sûr. Et puis, voilà. moi, j'adore travailler avec les jeunes. J'ai mon gamin qui est en première. Ouais. Et je les vois travailler en équipe. Et ils ont vraiment les mêmes défauts que nous. Alors, ils sont à fond dans le numérique. Ouais. Ils ont un morceau sur WhatsApp où ils discutent, un morceau sur Drive où ils échangent les documents. C'est un bazar colossal. Alors vous avez vu, vous venez de le dire, ils travaillent entre eux. Ouais. Où sont les enseignants dans cette affaire-là? Ben voilà. Le but, c'est le but de l'ENT, c'est de remettre tout ce monde-là en fonctionnement collaboratif. Voilà. Comment vivent les enseignants? Je veux dire, il n'y a pas ce sentiment de la perte d'autorité du maître. Bon, ça c'est un vieux cliché, mais enfin quand même, l'enseignant peut se dire qu'il perd le contrôle de sa classe ou de sa communauté. C'est des réactions assez en général, ça se passe comment? Au départ, quand on dit départ, on arrive, on va mettre un réseau social éducatif. Ah non, c'est bon, les réseaux, ça suffit. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'école, bon pas à l'école, mais au collège et au lycée, ça fait un peu partie quand même de la responsabilité des enseignants de savoir ce qui se passe à côté sur les réseaux. On entend parler de harcèlement, d'usurpation d'identité, de fake news. Donc ils intègrent cette partie-là. Donc au départ, ils sont assez réticents à l'arrivée du réseau social. Il va falloir contrôler ce réseau-là. Voilà. Et en fait, non, c'est plutôt un terrain de jeu sur lequel ils vont être tous ensemble. Et c'est à travers ça qu'ils vont éduquer l'enfant. Avant, on faisait de l'éducation civique pour savoir comment on devait se comporter en société, comment il fallait se tenir à table. Et là, maintenant, ils peuvent leur apprendre comment on se tient sur les réseaux sociaux. Et les enseignants poussent aussi, participent à ce réseau, poussent aussi des contenus. Ça sert de support pour l'enseignement aussi, ça peut? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça va de la petite application ludique pour s'amuser à faire une frise chronologique juste après le cours d'histoire, jusqu'à plus tard, au cours en ligne, que va mettre à disposition par exemple un prof de physique, ou à l'inverse, dans une pédagogie inversée, de dire bon, écoutez, je vous ai expliqué aujourd'hui le cours, donc maintenant faites-moi un package d'exercices en ligne sur les réactions chimiques qu'on a vues aujourd'hui. C'est-à-dire mettre l'enfant en situation de production d'un contenu pédagogique. Ah oui, il devient coproducteur, lui, d'un contenu pédagogique. C'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Ça se pratique beaucoup. Pédagogie inversée. Voilà. Il y avait la classe inversée, ça c'est ça, oui, c'est la classe inversée. Voilà, la classe inversée. On parle de la même chose. Alors, CGI a développé donc cette technologie. Hein, alors, vous parliez de l'Île-de-France. Il y a des régions aussi dans lesquelles vous avez mis en place. Il y a 3 grosses régions là. Donc, la région Île-de-France, depuis longtemps, on a une collaboration. La solution, on l'a fabriquée avec eux. Il y a la région Nouvelle-Aquitaine et la région Hauts-de-France qui vont démarrer à la rentrée. Donc là, il y a voilà. Christophe Gisclard, merci beaucoup. Et à vous tous, merci pour votre attention et à bientôt sur Acteurs Publics TV.